Accueil royal pour le président ivoirien en Turquie, Alassane Ouattara, reçu par son homologue Erdogan au Palais Blanc. Les deux chefs d'État ont signé 8 accords de coopération. Aux côtés du chef de l'État en Turquie, son épouse, la première dame, a pris part à une cérémonie de planting d'arbres, une cérémonie nationale, images et commentaires dans ce 13h. Dans ce 13h également, retour sur le crash de l'A320. Les dernières informations sont choquantes. Le copilote de l'avion avait souffert d'une grave dépression en 2009. Bonjour à tous. On part en images directement en Turquie. Le président Alassane Ouattara, vous le savez, est à la conquête de la 17e puissance mondiale. Ce pays a bien des atouts qui peuvent profiter à la Côte d'Ivoire. Hier, le chef de l'État a été reçu par son homologue turc Erdogan. Accueil royal sur place pour le président ivoirien. Les deux chefs d'État ont signé 8 accords de coopération dans les domaines de la sécurité, de l'éducation et du tourisme. Et ce matin, le chef de l'État, accompagné de son épouse Dominique Ouattara, est arrivé à l'aéroport Atatürk d'Istanbul. Il a été accueilli par le gouverneur et des membres des gouvernements turcs et ivoiriens et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Turquie. La forte communauté ivoirienne d'Istanbul a réservé un accueil chaleureux au président Alassane Ouattara, qui est le premier président ivoirien à se rendre en Turquie. Le chef de l'État s'est aussitôt rendu au Forum des affaires Côte d'Ivoire-Turquie. Dans notre édition de 20h, le compte-rendu complet de notre envoyé spécial, Abiba Dambélé. Mais avant, notre reporter revient sur le deuxième jour de la visite officielle du président Alassane Ouattara. Le chef de l'État a eu un tête-à-tête avec le vice-président de la Grande Assemblée nationale de Turquie. La Côte d'Ivoire est le premier partenaire de la Turquie en Afrique subsaharienne. Le président Alassane Ouattara a profité de l'occasion pour inviter les Turcs à investir en Côte d'Ivoire. Regardez. Le président de la République était l'hôte de marque de la Grande Assemblée nationale turque. C'est en son sein que les grandes réformes de la République ont été réalisées sous la présidence de Mustafa Kemal Atatürk. La Grande Assemblée nationale de Turquie est le parlement monocaméral de la République turque. Dans le système constitutionnel de cet État, la Grande Assemblée nationale détient le pouvoir législatif, le pouvoir budgétaire et contrôle l'activité du gouvernement. Le président Alassane Ouattara a été reçu par le vice-président de cette institution, M. Sadiq Yakout, dans le petit salon avant de prendre part au déjeuner organisé en son honneur à la salle de cérémonie du Parlement, en compagnie de parlementaires, des ambassadeurs de Côte d'Ivoire en Turquie, Yacouba Atta, et de Turquie en Côte d'Ivoire, Esra Demir, des membres du gouvernement et du consul honoraire de Turquie en Côte d'Ivoire. Le vice-président du Parlement turc a souhaité la bienvenue à la délégation ivoirienne avant d'indiquer que c'est la première visite d'un président ivoirien en Turquie et cela augure du renforcement des relations entre les deux États. Notre président de la République attache une très grande importance et une priorité aux pays africains et votre pays a une place exceptionnelle dans ce cadre. Nous attachons une très grande importance au contact entre les groupes parlementaires d'amitié et nous soutenons donc leurs travaux à cet égard. Et la Côte d'Ivoire est notre plus grand partenaire économique de l'Afrique subsaharienne. Et pour 2014, le volume de commerce entre nos deux pays était de 330 millions de dollars. Les accords concernant donc le commerce entre les deux pays et la coopération technique et économique sont entrés en vigueur. Nous souhaitons également, afin de pouvoir passer en revue nos relations économiques, mais aussi les développer, réaliser dans les plus brefs délais la première réunion du comité économique mixte entre les deux pays. Et donc nous voudrions vous remercier également pour votre soutien à la candidature turque au Conseil de sécurité de l'ONU. Le président Alassane Ouattara s'est dit heureux d'effectuer cette visite en Turquie, un pays dont la Côte d'Ivoire a beaucoup à apprendre. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire m'a représenté à l'occasion de la cérémonie d'investiture du président Erdogan et il a été reçu à cette occasion et je voulais vous remercier de cet accueil et des échanges que vous avez eus à ce moment-là. Il m'a rendu compte du caractère très dynamique et de la grande qualité de la vie démocratique et économique, aussi bien au Parlement, au gouvernement que dans ce grand pays. Je me réjouis personnellement qu'il y ait ce comité d'amitié turc-Côte d'Ivoire au Parlement turc et je voudrais vous en remercier.
Nos relations diplomatiques et politiques datent de pas très longtemps, mais nous avons l'ambition de les accroître très rapidement. Oui, c'est vrai qu'en très peu d'années, la Côte d'Ivoire est devenue l'un des principaux partenaires en Afrique francophone, le premier partenaire en Afrique francophone, la Turquie. Nous voulons faire mieux et nous voulons aller plus vite et nous souhaitons que nous puissions effectivement accroître nos échanges au niveau économique et au niveau du commerce. Oui, la principale exportation de la Côte d'Ivoire sur la Turquie, c'est le cacao, dont nous sommes le premier producteur mondial, avec plus de 40% de la production mondiale. Je souhaiterais deux choses que j'indiquerai à Monsieur le Président du Parlement, c'est que donc en Turquie, vous mangez beaucoup plus de chocolat pour importer plus de cacao. Et en deuxième lieu, que vous puissiez installer des usines chez nous en partenariat avec nos entrepreneurs pour que nous puissions transformer le cacao, les fèves de cacao en pâte et en beurre de cacao. Et pourquoi pas en chocolat. Nous souhaitons également que les entreprises turques continuent de s'investir en Côte d'Ivoire dans les domaines traditionnels tels que les logements sociaux, le transport et d'autres secteurs industriels. Les deux personnalités se sont félicitées pour les politiques menées dans leurs pays respectifs et souhaité plein succès, car 2015 est une année électorale en Côte d'Ivoire et en Turquie. Nous savons que vous êtes le candidat le plus fort pour les élections de 2015 qui auront lieu en octobre et nous vous souhaitons beaucoup de succès. Je sais que la vie parlementaire est très dynamique en Turquie. C'est un exemple pour nous et je voudrais donc vous dire à quel point nous sommes heureux d'être ici aujourd'hui. Je voudrais réitérer donc mes remerciements à Monsieur le Président par intérim pour donc cette réception et lui dire qu'effectivement nous avons des élections présidentielles en octobre prochain en Côte d'Ivoire. Je le remercie des souhaits me concernant et je ferai tout pour que ce soit des élections apaisées, démocratiques et transparentes. Mais bien évidemment, les élections ne connaissent jamais le résultat, mais je crois que j'ai de très bonnes chances de gagner. Merci encore de nous retenir pour ces instants et ma délégation et moi souhaiterions vous faire tous nos voeux, mais meilleurs pour les élections du 7 juin. Donc 2015 est une année importante pour vous comme pour moi. Bonne chance à vous et bonne chance à moi. La Grande Assemblée nationale turque se compose de 550 députés élus pour un mandat de 4 ans au suffrage universel direct et au scrutin proportionnel. Tout citoyen turc âgé d'au moins 25 ans peut être candidat aux élections législatives. Après la Grande Assemblée nationale de Turquie, le président Alassane Ouattara a salué la mémoire du père des Turcs. Le chef de l'État a déposé une gèbe de fleurs au mausolée d'Atatürk bâti sur une superficie de 7500 m². Abiba Dambélé. Le couple présidentiel ivoirien, accompagné d'une forte délégation, s'est plié au cérémonial de la visite du mausolée de Mustafa Atatürk, fondateur et premier président de la Turquie moderne. Ce grand réformateur est né le 19 mai 1881, de son vrai nom, Mustafa Riza. L'histoire de ce héros national commence après la Première Guerre mondiale et l'occupation alliée de l'Empire ottoman. Ce militaire de carrière refuse alors de voir l'Empire ottoman être démembré par le traité de Sèvres. Accompagné de partisans, il se révolte contre le gouvernement impérial et crée un deuxième pouvoir politique à Ankara. C'est de cette ville qu'il mène à la tête de la résistance turque la guerre contre les occupants. C'est sous son commandement que les forces turques ont vaincu successivement les armées arméniennes, françaises et italiennes, puis les armées grecques. La Grande Assemblée nationale de Turquie lui donne alors le titre de Gazi, le victorieux. Mustafa Kemal Atatürk affirme également une volonté farouche de rupture avec le passé impérial ottoman et applique des réformes radicales. Inspiré par la Révolution française, il met un terme au sultanat le 1er novembre 1922. Il instaure la laïcité, séparation entre le pouvoir politique, sultanat et spirituel, le califat et l'inscrit dans la Constitution. Il donne le droit de vote aux femmes et remplace l'alphabet arabe par l'alphabet latin. Après la proclamation de la République en 1934, il déplace la capitale Istanbul à Ankara et occidentalise le pays. Sous sa présidence, la Turquie a mené une révolution sociale sans précédent qu'on appelle généralement révolution kémaliste. Le 24 novembre 1934, l'Assemblée nationale lui donne le nom d'Atatürk, ce qui veut dire le Turc père.
Il meurt le 10 novembre 1939 au cours des funérailles nationales. Il est enterré au musée ethnographique d'Ankara. Sa dépouille repose aujourd'hui dans le mausolée dit de Lank-Kabir. Mausolée bâti sur une superficie de 7,5 hectares, c'est un musée où sont exposés tout ce qui a appartenu à Atatürk, des objets précieux, des pièces d'or, des bijoux, des tenues militaires, des armes de toutes sortes, des photos, et tout ce qui rappelle le père de la nation turque. Le président de la République, très impressionné par cette visite, a inscrit dans le livre d'or. Par son action, Mustafa Kemal Atatürk a fondé une nation digne et a fait de la Turquie un pays moderne. Aujourd'hui, la Turquie est incontournable dans le concert des nations grâce à l'action du président Recep Tayyip Erdogan. À travers ma visite dans ce beau pays, je mesure la grandeur de l'œuvre accomplie et la volonté manifeste du grand peuple de Turquie de tenir sa place dans l'histoire. La Côte d'Ivoire, dans sa marche vers l'émergence, saura s'enrichir de l'expérience de la Turquie. Et c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, après cette visite mémorable. Et aux côtés du président de la République en Turquie, son épouse. Sur ces images, Dominique Ouattara a pris part à une cérémonie de planting d'arbres. C'est dans le cadre de la journée nationale turque de reforestation. La première dame a dit être heureuse de participer à cette cérémonie et nous y reviendrons. La visite officielle entamée par le président depuis le mercredi 25 mars prendra fin demain samedi 28 mars en Turquie, pays hautement stratégique. Ici à Abidjan, le Premier ministre a ouvert hier le forum sur les TIC qui ferme ses portes aujourd'hui. En fait, c'est la 5e édition d'Africa IT et Télécom autour du thème « Afrique, l'avenir est numérique ». 600 participants réfléchissent sur le sujet, sur l'avenir des TIC. Occasion pour Daniel Kablan-Duncan d'expliquer que les défis sont importants et le numérique est une chance pour rattraper le retard. En économie, l'atelier de restitution des résultats de l'enquête nationale sur la situation de l'emploi et le travail des enfants, deuxième du genre. Cette enquête avait été menée conjointement par l'Agence d'études et de promotion de l'emploi, l'Institut national de la statistique et le Bureau international du travail. On fait le point avec Arlette Yakabi et Jean-Louis Gbangbo. Au vu des résultats de l'enquête sur la situation de l'emploi que l'Agence d'études et de promotion de l'emploi, AGEP, a menée en 2013, plusieurs constats s'imposent. Et parmi eux, une situation du chômage qui est loin d'être endémique, avec tout de même une précarité de l'emploi salarié. Les caractéristiques de l'emploi, c'est d'abord un taux de chômage très faible, mais qui voile les situations de précarité de l'emploi. En réalité, on a un marché du travail composé de 91% d'emplois informels. Selon l'expert de l'AGEP, la situation de l'emploi oblige les Ivoiriens à accepter de travailler pour des postes et des salaires bien en deçà de leur niveau d'études. Pour aboutir à ces résultats, l'AGEP, l'Institut national de la statistique INS et le Bureau international du travail BIT ont utilisé une méthodologie assise sur les standards internationaux. Il y a des techniques d'échantillonnage qui sont développées par la statistique et c'est pour ça que l'INS est impliqué, l'INCA est impliqué et on recourt même quand il le faut à des partenaires techniques. La Banque mondiale a été impliquée aussi bien au niveau du financement que au niveau de l'appui technique à la réalisation de cette enquête. Le taux du chômage en Côte d'Ivoire, selon cette dernière enquête, est actuellement de 5,3%. Environ 67% des Ivoiriens travaillent pour des revenus inférieurs au SMIG, le salaire minimum interprofessionnel garanti, qui est de 60 000 francs CFA. Un taux de chômage préoccupant, ce qui nous amène à parler des assises de la jeunesse ivoirienne. En fait, c'est l'avenir de la jeunesse ivoirienne qui est au cœur des échanges au Palais des Sports de Trècheville. Les jeunes sont mobilisés pour ce rendez-vous qui peut-être va leur ouvrir la porte de l'emploi, nous dit Gabriel Zani. Les box des exposants aux assises de la jeunesse ne désemplissent pas au parc des sports. Les jeunes se ruent vers les stands des entreprises ou structures publiques qui peuvent leur faire des propositions concrètes. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont là sans emploi avec assez de diplômes. Si à travers ces assises-là, on a pu avoir 10 moyens d'embauche pour nos camarades, vraiment ça nous fera plaisir.
À côté des expositions, il y a les échanges directs avec les chefs d'entreprise. Mais en cette deuxième journée, un invité spécial de ces entretiens, le ministre des TIC, Bruno Nabagné-Koné, par ailleurs porte-parole du gouvernement. Après 90 minutes d'échange, il devient le porte-parole des jeunes. Surtout retenu les attentes de la jeunesse qui sont fortes en matière de création d'emplois. Je pense que c'est un cri du cœur qui est déjà entendu au plus haut niveau de l'État de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État en fait vraiment un sujet de préoccupation de tous les jours. Pendant que les jeunes accostent le ministre pour des contacts directs, l'un de ces protocoles récupère les CV. Des CV qui seront classés par domaine de compétences et acheminés vers les structures de l'État. Si les assises enregistrent un fort engouement de la part des jeunes, c'est la preuve que leurs attentes sont encore bien réelles. Des actions seront entreprises pour créer un dialogue ouvert entre le gouvernement et les jeunes, à l'image des échanges de ce jour. Dans le domaine de l'éducation nationale, le syndicat des instituteurs a suspendu hier son mot d'ordre de grève après une rencontre avec le ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara. Le syndicat invite donc à la reprise des cours. Extrait. À la demande du bureau exécutif national du SINESI, vous avez observé avec discipline et rigueur un arrêt de travail de 48 heures les jeudis 12 et vendredi 13 mars 2015. Couplé à la rétention des moyens du deuxième trimestre pour protester et interpeller l'État de Côte d'Ivoire, le bain du SINESI vous félicite pour cette mobilisation exemplaire qui a permis l'ouverture du dialogue avec les autorités. Ainsi, le déblocage des avantagements a-t-il été confirmé pour l'année 2015 et la date du jeudi 30 avril 2015 a été arrêtée pour faire le bilan de la plateforme revendicative du SINESI. Sur la base de ces engagements de l'État de Côte d'Ivoire et fidèle à sa tradition de syndicats engagés dans le dialogue social sincère, le bureau exécutif national du SINESI suspend son mot d'ordre de rétention des moyennes du deuxième trimestre de l'année scolaire 2014-2015 à compter de ce jour, jeudi 26 mars 2015. Le syndicat des enseignants du secondaire appelle donc à la reprise des cours. Et toujours dans le milieu scolaire à Ferké, une journée a été organisée pour faire la promotion du genre féminin. On fait le point avec Kader Sogodogo. Rien ne doit freiner le cursus scolaire de la jeune fille. Le manque de moyens des parents, encore moins une grossesse indésirable. Voilà le message que veut véhiculer les responsables du lycée moderne de Ferké-Sédougou à travers une journée dédiée au genre féminin. Cette protection passe par la sensibilisation de la jeune fille elle-même qui va s'éloigner des dangers des rapports sexuels précoces. Chères sœurs, chères mères, cette journée est le moment parfait pour me communier avec nos filles. Un moment de complicité privilégiée. Cette cérémonie qui s'inscrit dans la mouvance de la Journée internationale de la femme a permis à la marraine de la cérémonie d'inviter ses filleuls à la persévérance et à avoir toujours en mémoire leur rôle dans l'édification de la nation ivoirienne. Combien de nos filles ont vu leur vie bouleversée et prendre un tournant dramatique quand elle fut frappée par une grossesse désirée ou non désirée. Beaucoup se sont retrouvés, jeunes mamans, déscolarisées, mettant fin à un destin radieux qui devait être de leur. Un défilé sur la terre principale de Ferké-Sédougou a ponctué la cérémonie. Forte mobilisation des femmes également de la région de la Mé à l'occasion de la mise en place de la Fédération des unions des femmes d'Aféry. C'est le ministre des Infrastructures, Patrick Hachi, qui a procédé à l'installation de cette fédération. On fait le point avec Thérèse Tapéoboué. Angèle Kwame Chiepie est la présidente de la Fédération des unions des femmes d'Aféry, FUFA, région de la Mé, dans le département d'Azopou. C'est le ministre Patrick Hachi qui a procédé à l'installation d'Angèle Kwame Chiepo. Cette fédération a été créée pour assurer l'épanouissement des femmes d'Aféry. Mais elle milite aussi en faveur de la mise en œuvre de la politique de développement de la commune. Les femmes d'Aféry veulent prendre leur autonomie en plus d'embarquer dans le train de l'émergence à l'horizon 2020 que prône tant le président de la République
Son Excellence Alassane Ouattara. Pour sa part, le parrain, Patrick Achi, a insisté sur le rôle de la femme dans le développement. Les femmes ont commencé, elles disent que vraiment, elles ne peuvent plus rester derrière les marmites pour attendre l'argent qui va mettre quelque chose dans la marmite. Elle-même, elle veut remplir la marmite aussi. Il faut que les femmes deviennent autonomes et puissent générer, elles aussi, de l'argent. Aussi, a-t-il invité les élus locaux à jouer pleinement leur rôle en soutenant toutes les initiatives des femmes. Il n'a pas manqué de saluer l'avènement de cette fédération qui donne l'exemple de l'unité et de l'entente. Plusieurs dons ont été offerts à la fédération. En image, la Direction générale des douanes a fait le constat de ce que certains opérateurs économiques exerçant dans le secteur pétrolier font de fausses déclarations sur les produits qu'ils exploitent, ce qui empêche les agents d'effectuer des prélèvements corrects et de taxes pour mettre fin à cette pratique qui fait perdre de fortes sommes d'argent à l'État de Côte d'Ivoire. La Direction générale des douanes a décidé de former ses agents sur les techniques de contrôle des activités des plateformes pétrolières. Cette formation a été financée par la Banque africaine de développement. L'évolution du processus de réforme des forces de défense nationale au centre des rendez-vous du gouvernement face au journaliste Paul Kofi, ministre en charge de la Défense, s'est prononcé sur les défis de la reconstruction d'une armée républicaine en Côte d'Ivoire. Regardez. Le défi de la reconstitution d'une armée républicaine, bilan et perspective. Voilà le sujet abordé ce jeudi lors du face-à-face journaliste Paul Kofi. Le ministre chargé de la Défense a rappelé à l'occasion que dès son accession au pouvoir, l'objectif premier du chef de l'État a été la reconstitution de l'armée ivoirienne après les crises successives que le pays a connues. Il ajoute que le processus a commencé depuis lors, en témoigne l'accroissement de la capacité d'intervention des forces ivoiriennes. Suite à la crise post-électorale, compte tenu des menaces que nous avons à nos frontières, le président de la République a accepté que nous ouvrions des bataillons frontières, donc la frontière ouest, qui là où véritablement il y avait donc les principales menaces, un bataillon à l'ouest, à Mans, un bataillon du sud-ouest à San Pedro, basé à San Pedro, donc pour fermer la frontière ouest, et puis tout à fait au nord à la frontière du Mali. Aujourd'hui, le défi à relever reste la sécurisation efficiente de la présidentielle d'octobre prochain. J'ai vu donc le président de la commission électorale indépendante qui va convoquer au mois d'avril une réunion avec les forces pour commencer à préparer déjà le plan d'opération, la sécurisation des élections, qui va se faire donc avant, c'est-à-dire pendant la période de la campagne, le jour des élections, mais aussi après. Vous avez dû constater qu'en 2010-2011, le programme a été après les élections. Une fois cette mission accomplie, un regard réformateur sera jeté sur l'amélioration des conditions de vie et de travail des forces de défense et de sécurité. Des infrastructures seront réhabilitées, les hommes seront formés et informés sur les nouvelles formes de menaces auxquelles sont confrontés bon nombre d'États. Pour l'heure, Paul Kofi se réjouit que les phénomènes de coupeurs de route, de raquettes, d'enlèvement d'enfants ou de microbes tombent peu à peu dans l'oubli. Reportage signé Ben Touré et Hamza Diaby. La caravane de sensibilisation dénommée Un Ivoirien, une carte nationale d'identité poursuit sa tournée à travers le pays. Après Boaké, la dite caravane a pour sa 3e et 4e étape posé ses valises dans les villes de San Pedro et de Séguéla, toujours avec le même message, celui de faire comprendre aux populations l'importance d'avoir une carte nationale d'identité, surtout en cette année électorale. Caravane initiée par le mouvement Oufoué à penser, Bédié Conseil, Ouattara réalise. Compte rendu de Lyon. Année électorale pour la Côte d'Ivoire. Tout citoyen en âge de voter doit au préalable être détenteur d'une carte nationale d'identité. Le mouvement HBO, Entendez Oufoué à penser, Bédié Conseil, Ouattara réalise, sillonne la Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Objectif, expliquer aux populations le bien fondé de l'opération d'identification en cours dans la perspective de la tenue d'élections apaisées. Dernières escales du périple du mouvement HBO, San Pedro et Séguéla. Je demande aux populations de sortir massivement pour établir les cartes nationales d'identité. Parce qu'avoir une carte nationale d'identité, c'est de participer à la paix et à la stabilité de la Côte d'Ivoire.
Autre motivation de cette caravane de sensibilisation, inciter à l'établissement de la carte nationale d'identité, document exigé pour tous les actes de la vie civile depuis le 1er mars 2015. À San Pedro comme à Séguéla, le mouvement HBO a visité les centres d'enrôlement pour constater le redéploiement effectif de l'Office national d'identification dans ces deux localités. À Grand Laou, l'Office ivoirien des parcs et réserves a organisé un atelier sur la conservation du parc national d'Azagny. Après 2 jours de travaux, le plan d'opération visant à préserver les ressources naturelles du parc national d'Azagny a été validé pour l'exercice 2015. Mamadou Kouassi. L'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, plus que jamais engagé à protéger et à valoriser la faune et la flore du parc national d'Azagny. En témoigne le plan d'opération 2015 qui vient d'être validé à l'issue de 2 jours d'atelier. Ce plan prévoit notamment une surveillance renforcée par des patrouilles d'envergure, des opérations de suivi écologique et la réhabilitation des bâtiments à usage technique et touristique. Je voulais engager le personnel de l'OIPR à mettre en œuvre ces activités de la bonne manière et surtout en relation avec tous nos partenaires. Parce qu'il faut dire que le parc national d'Azagny, certes nous sommes gestionnaires de cet espace, mais cet espace appartient plus aux communautés locales. Donc on fera en sorte que l'ensemble des activités que nous avons programmées, on puisse les mettre en œuvre en relation avec ces populations communautés régulières. Le plan d'opération 2015 s'inscrit dans le cadre du projet de conservation des ressources naturelles, CORENA, issu du premier contrat de désendettement et de développement, C2D, conclu entre la Côte d'Ivoire et la France. Projet qui vise à freiner la dégradation des parcs et réserves de la Côte d'Ivoire. Situé dans le département de Grand Laou, à 130 km d'Abidjan, l'aire d'Azagny, grande de 20 000 hectares, a été érigé en parc national en 1981. Pour ses plans d'eau navigables et ses espèces animales en voie de disparition comme le lamantin ouest-africain, le parc national d'Azagny demeure un véritable attrait touristique. Lancement du projet de développement agricole dans la tribu Kanango, département de Sakassou. Ce projet vise à mécaniser l'agriculture et accroître la production agricole. Reportage Soro Corona, commentaire Kader Sogodogo. Selon les chiffres du dernier recensement, plus de 51% des Ivoiriens vivent de l'agriculture. En zone rurale, l'agriculture est la seule source de revenus. Cependant, les moyens de production restent toujours rudimentaires. Non-maîtrise des techniques culturelles, manque de formation, une agriculture toujours traditionnelle et non accessible aux variétés améliorées. Conséquence, les producteurs vivent toujours dans la précarité en dépit des efforts qu'ils fournissent. Dans la tribu Kanongo, un regroupement de 8 villages du département de Sakassou, la mutuelle de développement veut apporter un soutien à leurs parents. Cette mutuelle a lancé le projet de développement agricole local, un projet offert gratuitement par l'ANADER. Pour le PCA de l'ANADER et les cadres, la réalisation de ce projet va permettre aux populations de la tribu Kanango de produire en quantité tout en améliorant leurs revenus. Ce sont des activités qui sont supportées par l'ANADER. Cette fois-ci, ils ont fait l'effort d'aider la population, parce que c'est comme cela qu'il faut faire le développement rural. Pour sortir les parents de la pauvreté, il faut d'abord élaborer un plan de développement pour que ça soit de façon consensuelle. Nous, les cadres, c'est les encadrer, les sensibiliser à la chose. Durant 2 jours, les équipes de l'ANADER vont séjourner dans les 8 villages de la tribu. Des échanges avec les populations pour connaître leurs attentes, leurs difficultés et leurs besoins, afin de sortir la monographie agricole de la localité. L'ONU Ivoire Service de Méagui célèbre la 10e promotion des agents de santé communautaire. Ces agents ont reçu une formation en médecine générale pour être des relais des infirmiers dans leur localité. Honorine Ngori. Durant 3 ans de formation, les agents de santé communautaire du département de Méagui, au nombre de 8, ont reçu les rudiments en médecine générale. Ils sont désormais aptes à intégrer la vie active et ce, pour faire valoir leurs compétences en soins primaires. Le docteur Hilaire Ko, vice-président de l'ONG Ivoire Santé, leur principal formateur, les a exhortés à rester dans le strict cadre de la formation reçue. Le parrain de la cérémonie a insisté en demandant à ses filleuls d'être de simples relais des médecins. Il leur a surtout demandé de ne pas poser d'actes qui pourraient avoir des conséquences graves pour la santé des populations. Remettant les diplômes aux élèves de la 10e promotion, le préfet du département de Méagui
Le Noir Kwasi a exprimé sa gratitude à l'ONG Ivoire Santé pour le travail abattu. Il a également félicité les récipiendaires et les partenaires publics et privés pour leur forte implication dans les activités de formation des agents communautaires. L'ONG Ivoire Santé a profité de cette cérémonie pour faire le bilan de ses activités.